Bonsoir et bienvenue pour ce deuxième Salon Philo de l'année 2024. Ce soir, nous avons l'immense honneur d'accueillir Frédéric Fruiteau de Laclos, professeur à l'Université Paris 1 et directeur adjoint des éditions de la Sorbonne, qui a écrit et publié un ouvrage, L'existence des autres. C'est à ce thème de la connaissance de l'existence d'autrui que nous allons nous intéresser ce soir à travers trois philosophes, Deleuze, Sartre et Maxime Chastain. Un très grand merci, Frédéric Fruiteau de Laclos, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes vraiment ravis de vous recevoir ici à la bibliothèque François Cusin. Après cette présentation, nous aurons un petit apéritif dans la bibliothèque, auquel vous êtes tous chaleureusement conviés. Sans plus tarder, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette invitation. D'être assez rapide pour qu'on puisse se précipiter rapidement vers l'apéritif. Je vais vous parler donc de ce livre, L'existence des autres, qui est un des produits de mon habilitation à diriger des recherches, et qui est un drôle de rejeton, parce que en réalité c'est un livre qui pourrait apparaître comme la suite d'un autre. Cet autre, c'est la connaissance des autres, qui a été publié il y a 2 ou 3 ans maintenant, dans la collection Passage, dirigée par Jocelyn Benoît. Et donc, j'étais venu d'ailleurs parler à l'invitation de Stéphanie de la connaissance des autres, et c'est un très bon souvenir. Donc, l'existence des autres apparaît comme la suite au moins chronologique. Il est publié après coup. En réalité, c'est un travail qui a été conçu avant la connaissance des autres. La connaissance des autres était un texte qui réfléchissait à la façon dont nous pouvons avoir accès à la conscience des autres, et aussi bien à travers le rapport à la conscience des autres, le rapport que nous pouvons établir à la connaissance que les autres produisent. Et donc c'était déjà un problème de communication des consciences en quelque sorte, mais qui s'intéressait aux produits de la conscience, ou à certains produits de la conscience réputées différentes des nôtres. Et donc l'enquête avait un côté plutôt épistémologique, un côté entendu au sens large, entendu au sens d'une théorie générale de la connaissance, qui réfléchirait à la constitution d'une connaissance, non pas seulement pour nous, pour autant que nous évoluons dans une communauté qui est la nôtre, dans une société qui est la nôtre, dans un temps qui est le nôtre, mais en se rapportant à des idées, à des conceptions qui nous sont a priori étrangères. Et donc les terrains pouvaient être très, très variables, puisque ça pouvait être des connaissances très éloignées dans le temps comme très distantes dans l'espace. Et un des points qui m'avait intéressé, c'était notamment le rapport à la connaissance africaine, ou à ce qui se développe éventuellement comme connaissance en Afrique, avec tous les problèmes liés à la disqualification très ancienne maintenant de ces modes de pensée autres, au premier rang desquels figurent notamment les idées des primitifs, qu'ils soient africains, aborigènes australiens, amérindiens, enfin bon, voilà. Et donc il s'agissait de voir comment nous pouvions progresser dans la saisie de ces modes de pensée autres, trop longtemps tenus pour pré-logiques, primitifs, pré-modernes. Bon. Mais en un sens, cette enquête présupposait que nous puissions évoluer sur le même terrain que les autres, et au fond appeler quelque chose comme une compréhension intime de la conscience des autres, ou en tout cas la possibilité d'évoluer sur un même terrain que les autres. C'est-à-dire qu'au fond, pour accéder à la connaissance que les autres forment, encore faut-il pouvoir communiquer avec les autres et en quelque sorte être de plein pied avec eux, dans une sorte d'immanence à leur mode d'existence et à leur mode de pensée. Et donc, en réalité, l'enquête sur la connaissance des autres présupposait une enquête qui était une enquête portant sur l'existence des autres, ou les conditions d'une coexistence des individus au sein d'une communauté, mais aussi bien des individus qui n'appartiennent pas aux mêmes communautés. Et c'était en quelque sorte une interrogation plus fondamentale, je n'ose dire transcendantale, mais enfin, en tout cas, sur les conditions de possibilité d'un accès
aux idées des autres. Et donc, les hasards de la publication ont voulu que cet ouvrage paraisse après, mais il est en réalité présupposé. Alors, ce n'est pas tout à fait un hasard, hein. Il n'y a pas de hasard à ce qu'il paraisse après coup, c'est que, en fait, l'existence des autres ou les conditions de notre coexistence comme conditions de possibilité d'un accès aux idées des autres, cette enquête-là était restée dans un fouillis relatif. C'est qu'en fait, c'était un chantier qui avait plusieurs fois été mis sur le métier, mais pour lequel je n'avais pas trouvé de solution satisfaisante. En fait, c'était un ensemble de matériaux que j'avais amassé pendant plusieurs années, que j'ai amassé pendant plusieurs années, et je voyais à peu près comment m'en sortir, mais quant à restituer ce travail-là, ça me paraissait très, très difficile. Et en fait, le travail tel qu'il apparaît maintenant est l'objet d'une grande simplification, et c'est déjà presque trop compliqué, mais c'est l'objet d'une grande simplification par rapport à l'ensemble des pistes que j'avais explorées et dont certaines, et même dont plusieurs, se sont révélées des impasses. Et donc, il m'a fallu du temps, il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à trouver les conditions d'une exposition à peu près satisfaisante qui s'est réduite finalement à 3 noms, Deleuze, Sartre, Chastain, dont l'appariement lui-même peut paraître un peu étrange. Moi, il m'a toujours semblé qu'il y avait une connexion très forte entre Deleuze et Sartre. Je pense que cette parenté-là n'a rien d'évident, ni pour les Deleuziens ni pour les Sartriens, même si en creusant un peu, on peut trouver des connexions. Et encore une fois, les Deleuziens et les Sartriens, finalement, après avoir creusé un peu, le reconnaissent. En revanche, la liaison avec la troisième et dernière figure, Maxime Chastain, est tout à fait incongrue, et elle est d'autant plus incongrue que Maxime Chastain est lui-même une figure incongrue à bien des égards, et en fait incongrue parce que totalement inconnue. Donc la connexion est étrange parce que la figure est totalement méconnue. Donc voilà, je ne sais pas finalement si ce sous-titre que j'ai cru relativement simple, puisqu'il résulte d'un écrémage et d'une sélection à 3 noms seulement, je ne sais pas si cette réduction-là est lisible et claire, et si elle fonctionne comme indication suffisamment claire. Donc actuellement, je me demande si j'ai eu raison de mettre ce sous-titre-là, qui au fond rend bien compte des figures à partir desquelles je travaille, mais qui à la réflexion peut avoir quelque chose d'assez troublant, d'assez déroutant. Alors je vais essayer de revenir sur cela. Le point de départ, je l'ai dit, c'était la question de la coexistence, de la communication des consciences, qui est un problème relativement classique, mais qui est un problème que pour ma part, donc, j'aborde du point de vue du problème de la comparaison, et du problème de la comparaison pour autant qu'il affecte l'épistémologie, la psychologie, l'anthropologie. Ce sont ces questions qui me préoccupent, avec le problème de la comparaison, j'insiste sur ce point, parce que c'est vraiment le point de départ. C'est le point d'arrivée finalement tel qu'il apparaît dans la connaissance des autres, mais depuis un moment déjà, c'est la comparaison qui me préoccupe. Comment comparer ce qui au premier abord apparaît comme incomparable et qui en fait doit être jusqu'à un certain point considéré dans sa singularité pour ne pas être rabattu sur des modes de pensée autres. C'est toute une dialectique un peu compliquée, puisqu'il s'agit de faire droit à la singularité des modes d'existence et à la singularité des modes de pensée, tout en ménageant la possibilité d'une communication entre les modes d'existence et les modes de pensée. En fait, le problème qui est le mien, et qui a donc un versant, je dirais, gnoséologique ou épistémologique dans la connaissance des autres, et un versant plus fondationnel du côté de l'existence et de problèmes plus psychologiques ou anthropologiques au sens large, ce
Ce problème, je m'en rends compte de plus en plus, et en réalité c'était aussi un de mes points de départ, il est directement lié à des enjeux très contemporains, qui sont les enjeux liés à ce qu'on appelle très généralement le postmoderne ou la postmodernité. Où se pose ce problème d'une communication qui se ferait dans le respect de la singularité, avec un champ actuel des recherches qui est au fond un champ relativement conflictuel, un champ tendu, entre des positions qui voudraient qu'il faille respecter la singularité des modes d'existence et des modes de pensée, tout en permettant malgré tout une communication entre ces modes-là. En fait, les débats actuels, beaucoup des débats actuels sur l'altérité, sur le rapport de notre pensée à des pensées autres, est structuré par cette conflictualité-là entre, encore une fois, le souci de préserver la singularité et l'ambition quand même d'établir une communication. Ce que j'ai en tête, hein, c'est une opposition assez tranchée entre ce qu'on pourrait appeler le relativisme et l'universalisme. Le relativisme, et je vais très vite là, mais le relativisme, c'est l'idée selon laquelle il faut tenir compte de la singularité des modes de pensée et qu'en marge de notre tradition, la tradition moderne occidentale, et la science est un des produits de cette tradition moderne occidentale, eh bien, il y a place pour des modes de pensée très différents qui n'ont pas à être rabattus sur la préscience, le pré-logique ou le pré-moderne, mais qui relèvent de singularités absolument irréductibles. Et donc il faut entendre cette revendication d'une altérité qui en fait ne doit pas être rapportée trop vite à nos modes de pensée et qui en particulier ne doit pas être rapportée à nos modes de pensée de telle façon qu'on en ferait une forme inférieure, une forme antérieure de notre mode de pensée. Bon. Alors, il faut faire droit à cette singularité, mais il faut en particulier faire droit à cette singularité en regard d'une prétention à l'universalité qui s'affirme tout au long de l'histoire de la pensée occidentale et qui revêt aujourd'hui des formes fortes encore dans plusieurs courants, qu'il s'agisse de courants de pensée analytique, de pensée politique, enfin voilà. L'idée étant que la rationalité ne doit pas être contestée, que si elle est contestée, elle doit être malgré tout reconnue comme étant porteuse de rationalité, de liberté, et en même temps, enfin, cet argument de l'apport d'une lignée qui serait la nôtre, d'une tradition qui serait la nôtre, la tradition moderne occidentale, dans sa radicalité, elle peut être dérangeante, et en même temps, il faut entendre ici l'exigence d'une communication, la possibilité d'une prise de contact et d'une entrée en contact avec des modes de pensée qui se présentent comme très différents. La ligne de front, si vous voulez, elle est entre des modes de pensée qui se présentent comme incommunicables ou incommensurables, et puis d'autre part des conceptions qui, elles, prétendent être valables a priori, valoir pour tout terrain, et contester la possibilité d'une incommunicabilité. Bon, ce débat-là, qui est, je n'identifie pas de position précise, je ne donne pas de nom en particulier, mais il me semble que ça définit assez bien certains affrontements contemporains, et ça relève d'une structure générale qui s'est cristallisée dans plusieurs débats, dans plusieurs controverses, depuis ce qu'on a appelé dans les années 90 la guerre des sciences à des problèmes aujourd'hui autour de la question de l'intersectionnalité et d'autres thèmes encore. Bon, il me semble que cette ligne de fracture-là, elle est très puissante et très malheureuse. Et moi, mon sentiment, c'est qu'il faut essayer de trouver une troisième voie qui ferait droit à la singularité des modes de pensée, sans la rabattre sur des raisons a priori, dont certains, et les modernes occidentaux en particulier, seraient détenteurs,
Symétriquement, il faut essayer de faire entendre raison à ceux qui prétendent a priori avoir raison et les rendre sensibles à des singularités de pensée auxquelles ils n'avaient pas songé. Non. En fait, mon idée ici est que cette troisième voie partirait d'une étrangeté a priori, d'une altérité de première apparence entre les modes de pensée, mais n'exclurait pas la possibilité de la construction d'un terrain commun sur fond d'une participation primordiale qui relève de l'humain ou du vivant. L'idée étant donc qu'à terme, l'universel n'est pas impossible, mais que l'universel n'est pas avant nous, il n'est pas donné, il n'est pas présupposé, mais qu'il est à construire dans des interactions qui sont possibles dans la mesure où, comme disaient certains psychologues des années 30, l'homme ou la femme est fait pour rechercher l'humain. L'humain est fait pour rechercher l'humain. C'est ça l'arrière-plan. Je ne sais pas si mon schéma oppositionnel et la troisième voie que je propose sont très clairs, mais je vais peut-être juste raconter une anecdote à ce propos. Ma participation il y a quelque temps à un débat, qui était un débat qui justement produisait ou reproduisait dans sa structure fondamentale l'opposition que je viens de décrire. Et je voudrais préciser la difficulté que j'ai pu avoir moi-même à me situer dans ce débat et l'effort que je fais donc pour trouver une troisième voie. D'un côté, vous aviez des gens qui étaient revenus au fond d'études faites à la Sorbonne, dans les voies les plus classiques, soit de la philosophie continentale, soit de la philosophie analytique, en l'occurrence des étudiants et des étudiantes d'origine non européenne, non occidentale, et puis qui, se retournant sur leur parcours, s'étaient rendus compte d'un errement complet, parce qu'il s'est avéré, à leurs yeux, que ce qu'ils avaient vécu et ce qu'ils avaient conçu en tant que sujet non moderne, non européen, non occidental, était absolument irréductible au cadre qui leur avait été enseigné, qui leur avait été inculqué lorsqu'ils avaient séjourné sur les bancs de la Sorbonne. Et donc, le parcours de vie de ces collègues les avait conduits, en l'occurrence les avait conduites là, puisque c'était des collègues femmes, à affirmer l'irréductibilité absolue de ce qu'elles avaient vécu et de ce qu'elles avaient conçu en rapport avec le vécu qui avait été le leur. Et donc ça, c'est ce que j'appelle la posture relativiste, avec vraiment l'idée d'une incommensurabilité, d'une incommunicabilité totale. Face à cela, des postures rationalistes ou néo-rationalistes qui revendiquaient l'héritage des Lumières, la puissance de la rationalité à l'œuvre dans les entreprises d'émancipation européenne, qu'il s'agisse des Lumières du XVIIIe, françaises, allemandes, ou qu'il s'agisse au XIXe siècle de l'idéal émancipateur de Marx, avec parfois le portrait fait des élites étrangères qui, notamment après la Seconde Guerre mondiale, se sont nourries des idéaux de la Révolution, ou des idéaux de la Révolution 1789, ou des réalisations de la Révolution de 1917, pour conduire eux-mêmes dans leur pays des révolutions qui ont conduit à la libération, c'est-à-dire à la décolonisation. Et donc, là, on avait une opposition franche, brutale en fait, hein, entre des personnes qui revendiquaient l'incommensurabilité et d'autres qui pointaient l'évidence d'une communication et la puissance d'un universel proclamé en 1789 ou en 1917, mais qui de droit était exportable ailleurs et qui de fait avait été exporté ailleurs, puisque au Vietnam, en Afrique, en Amérique latine, on avait pu s'en réclamer pour mener pour son propre compte des révolutions. Alors, ça c'est voilà, j'espère avoir rendu un peu plus concrète l'opposition. Et puis moi je suis arrivé sur cette entrefaite avec les thèses que j'ai toujours pas exposées, mais que je vais finir par vous présenter. Mes thèses sur la connaissance des autres et sur l'existence des autres, avec l'idée selon laquelle évidemment j'étais pas reparti du terrain africain pour dire que l'Afrique
Ça n'était pas un ensemble de schèmes ou de thèmes prélogiques, primitifs, pré-modernes, mais qu'il fallait, sur le terrain, voir comment les choses se passaient, et à partir d'une coexistence concrète, de proche en proche, à partir de ce qui était vécu, voir comment était conçu ce qui était conçu. Et à partir de là, se rendre audible, intelligible, les modes d'existence et les modes de connaissance rencontrés sur le terrain. Alors, sur le moment, j'ai exposé ces idées, c'est-à-dire cette idée selon laquelle, sur un terrain, lorsqu'on se rend sur un terrain, il y a toujours possibilité d'échanger et de communiquer, et même, selon une expression qui fonctionne pas mal en anthropologie actuellement, il est toujours possible de devenir autre, c'est-à-dire de troquer pour une part ce que l'on est, ou en tout cas de modifier ce que l'on a été jusque-là, pour apprendre auprès des autres à la fois ce qu'ils sont, mais par là même se trouver transformés par ce qu'ils sont et par ce qu'ils font. Et dès lors, se trouver entraîné dans des aventures existentielles et des aventures gnoséologiques qui nous transformaient profondément. Donc c'était ça la thèse générale. Et encore une fois, en fait, il s'agissait de faire fond sur une certaine idée de l'existence des autres et de notre coexistence avec les autres, et la thèse corrélative de celle-ci, d'une communication possible des idées, d'une appropriation des idées, de telle façon que la connaissance des autres deviendrait pour une part notre connaissance et permettrait à l'humanité, en quelque sorte, d'enrichir son stock global, général de connaissances. Alors, ce qui m'a troublé au terme de mon exposé très général, que je n'ai pas voulu penser au regard des pôles opposés du relativisme et de l'universalisme, ce qui m'a frappé, c'est que d'un côté comme de l'autre, les gens se sont reconnus dans mon exposé. C'est-à-dire que les relativistes m'ont félicité chaleureusement et les universalistes en ont fait autant. Et donc là, je me suis trouvé très embarrassé en quelque sorte, parce que je me suis demandé si mon discours était audible ou intelligible, et s'il était simplement cohérent, s'il était structurellement cohérent. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est justement montrer de quelle manière cette cohérence peut apparaître. Et cette cohérence, elle est relativement simple à exprimer, hein. J'ai commencé à le faire en vous racontant l'existence des autres et la connaissance des autres. Mais mon idée ici est que, en fait, la singularité est au point de départ, et l'universalité, si elle apparaît toujours à l'arrivée. Voilà. Mais qu'elle est l'objet d'une construction, d'une co-construction, à partir des singularités mêmes. C'est-à-dire que je pense qu'il faut partir du relativisme, et du relativisme de telle façon qu'on fait droit à ce que les relativistes vivent comme de l'incommensurabilité, mais qu'il faut en vérité saisir comme de la singularité, et seulement comme de la singularité, c'est-à-dire un point irréductible à tout autre, et néanmoins alignable avec les autres, ou susceptible d'entrer en communication avec les autres, de telle façon que quelque chose de commun peut être construit à partir de là. Mais la communauté en question, elle n'est pas, en tout cas d'un point de vue intellectuel, elle n'est pas présupposée ou présupposable, et elle doit être elle-même conçue comme un résultat qui donc ne présuppose pas la validité d'une singularité sur les autres, qui en particulier ne présuppose pas la valeur universellement valable de la singularité qui est la nôtre, et qui est celle de notre histoire, 1789 d'un côté, 1917 de l'autre, pour prendre ces deux repères émancipateurs, mais que, en réalité, il faut faire communiquer les points dans la mesure où cette singularité elle-même doit entrer comme ingrédient dans la construction d'un point de vue plus large
qui modifiera la singularité qui était la nôtre au point de départ, et qui, à terme, doit viser la généralité, mais de telle façon que cette généralité, elle n'est jamais a priori, mais qu'elle est toujours éventuellement a posteriori. Et l'objet d'une construction qui n'admet pas de terme. Alors, tout ça peut passer pour des choses un peu générales et un peu idéales, et peut-être même iréniques, mais je tiens que c'est une chose très concrète, ou un ensemble de choses très concrètes qui peuvent se mettre en place là, sur le terrain de la coexistence. Alors, l'enjeu de ce livre, L'existence des autres, est de montrer précisément ce qui se passe sur le terrain. Ce qui se passe sur le terrain, alors ce n'est pas du tout un livre d'anthropologie, mais c'est un livre qui, encore une fois, me semble présupposé par un certain nombre de démarches qui sont celles de l'anthropologie. Qu'est-ce qui se passe quand on est sur le terrain? Qu'advient-il de nous? Que devenons-nous lorsque nous sommes sur le terrain? Alors, j'ai mentionné tout à l'heure la figure du devenir autre, ou la figure conceptuelle, le concept même du devenir autre, et j'ai dit que c'était une expression conceptuelle qui fonctionnait très bien en anthropologie, et c'est notamment une expression conceptuelle qui est au cœur de l'anthropologie amazonienne, telle qu'elle se déploie dans l'œuvre de Eduardo Viveros de Castro. Bon. Et le point de départ d'Eduardo Viveros de Castro, c'est l'œuvre de Deleuze. C'est l'œuvre de Deleuze qui propose une description extrêmement générale, et en un sens assez idéal, au sens de l'idéalité de la philosophie, mais qui fonctionne, qui marche comme schéma interprétatif général des terrains en anthropologie. Qu'est-ce que c'est que la conception de Deleuze, telle que la comprend notamment Viveros de Castro? Je l'entends justement pas exactement comme Viveros de Castro, mais je repars de ça quand même. L'idée de Deleuze, qui est une idée assez fameuse, hein, et qui marque sa philosophie au point qu'elle peut désigner l'entièreté de son entreprise philosophique, c'est l'idée d'une immanence radicale. L'idée d'une immanence radicale, c'est l'idée selon laquelle la réalité est d'un seul tenant, d'un seul bloc, et que tout est de plein pied. Je le dis en des termes qui ne sont pas du tout techniques, mais c'est que pour Deleuze, tout se tient, mais de telle façon qu'il n'y a rien en dehors de tout ce qui se tient dans l'expérience. C'est donc l'hypothèse d'une immanence radicale, de telle façon qu'il n'y a pas d'autre être que d'être de la multiplicité des entités qui s'articulent dans l'expérience. C'est ça le plan d'immanence, l'immanence radicale de l'expérience selon Deleuze. Tout est de plein pied, et il n'y a rien en dehors de ce qui se donne dans l'expérience. Ça ne veut pas dire que tout est noyé et que tout est confus, que tout communique avec tout de telle façon que tout est dans tout et réciproquement, ou que tout revient au même. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre même que des différences, que le plan d'immanence de l'expérience, c'est un plan d'articulation ou d'agencement, autre concept deleuzien, un plan d'articulation ou d'agencement, de singularité ou de différence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre unité ou d'autre identité que des différences articulées ou agencées. Donc la pensée de Deleuze, c'est cette pensée qui est tout indiquée quand on cherche à saisir à la fois la singularité dans ce qu'elle a au premier abord d'irréductible, et que pourtant on veut la concevoir comme une au milieu d'autres, au cœur d'une expérience qui est d'un seul bloc, en quelque sorte. Mais un bloc, encore une fois, fait d'articulation ou d'agencement de singularité, de différence. Pour reprendre les termes très spéculatifs de Deleuze, il n'y a pas d'unité au-delà des différences, il n'y a d'unité que de l'articulation des différences elles-mêmes. Et donc c'est ça le schéma général qui, moi, me plaît beaucoup, et qui est ce schéma donc, qui apparaît à plusieurs moments dans le parcours de Deleuze, et qui apparaît en particulier synthétisé de manière extrêmement puissante dans le texte qu'on tient à juste raison pour le testament philosophique de Deleuze, le texte qu'il publie en 1995 dans la revue Philosophie juste avant de se donner la mort, et qui a pour titre l'immanence, une vie, 3 points de suspension. Alors, ce fond-là,
ce fond-là présuppose ou implique une communication de tous les points, quoique chaque point doive être respecté dans sa singularité. Et donc, ça, c'est le schéma général qui, moi, me paraît être un excellent schéma, parce que cela veut dire que les individus dans l'expérience ont en droit la possibilité de communiquer à travers l'expérience que ces individus font avec d'autres singularités que les leurs. Alors, le problème très général, lui aussi, est que Deleuze propose un tel champ d'expérimentation, et on voit très bien ce que ce champ d'expérimentation peut avoir comme portée anthropologique. Enfin, Deleuze lui-même a commencé à explorer les implications anthropologiques de son plan d'immanence dans sa collaboration avec Guattari, dans l'Anti-Oedipe et dans Mille Plateaux. Et puis après lui, des chercheurs, donc je mentionnais tout à l'heure le chercheur brésilien Viveros de Castro, ont mobilisé ça pour comprendre l'expérience, par exemple, des Indiens d'Amazonie. Le schéma est fascinant, à ceci près que chez Deleuze, c'est le champ d'une expérimentation et d'une seule. C'est-à-dire que le schéma deleuzien, et je ne sais pas si de ce point de vue il relève du postmoderne, jusqu'à quel point c'est un indice de postmodernité, mais le schéma de Deleuze exclut autrui de cette immanence-là. C'est-à-dire que autrui, ça n'est pas une des figures de la singularité ou de la différence dans le plan d'immanence. Autrui, c'est une figure molaire, une méga figure, une macro-figure, qui apparaît pour Deleuze à l'orée du champ d'expérimentation, mais qui n'entre jamais dans le champ d'expérimentation. De telle façon que Deleuze propose une description du champ, du plan d'immanence, du champ d'expérimentation, comme étant le plan ou le champ d'une seule et même conscience en quelque sorte, même si évidemment c'est pas de cette manière que Deleuze s'exprime, puisque le plan il est préconscientiel et que ce ne sont pas des consciences qui apparaissent sur le plan, mais selon une phrase qui apparaît dans la quatrième de couverture du bouquin et sur laquelle je reviens beaucoup au fur et à mesure de mes développements, le penseur est nécessairement solitaire et solipsiste. C'est-à-dire que autrui, alors on peut toujours dire que ça n'est pas une notion qui intéresse Deleuze parce qu'elle est trop massive, elle ne rend pas compte du grain fin de l'expérimentation sur le plan d'immanence, mais la vérité est que Deleuze ne se préoccupe pas des autres, ne s'intéresse pas beaucoup aux autres. Selon la formule qui reprend à Rimbaud, il est important pour Deleuze de pouvoir dire que je est un autre, mais l'intérêt pour Deleuze est d'introduire de la diversité ou de la singularité dans l'expérimentation du sujet. C'est-à-dire que le sujet doit découvrir en lui-même de l'altérité, mais il n'est pas question pour le sujet d'expérimenter de l'altérité en dehors de lui-même, si je puis dire, c'est-à-dire de faire l'expérience de l'altérité d'autres jeux. Ce qui importe à Deleuze, c'est que son propre jeu soit destitué dans et par l'expérience qu'il peut faire de différentes singularités. Et de manière tout à fait contre-intuitive, compte tenu de l'éloge du champ que représente l'œuvre de Deleuze à l'égard de la différence, de manière tout à fait contre-intuitive, la différence des autres, les autres en tant qu'ils sont porteurs de différence, n'est pas du tout quelque chose qui intéresse Deleuze. Deleuze le dit de manière très prosaïque dans des entretiens, et puis il le fixe dans certains de ses ouvrages. Il ne faut pas trop s'expliquer, il ne faut pas trop établir de communication, il ne faut pas entrer en communication avec les autres de telle façon qu'on établirait un sens commun au cœur duquel on en viendrait à s'expliquer, à expliquer ses raisons, à déployer l'ordre de ses propres raisons, et de telle façon qu'on communiquerait avec le déploiement des raisons des autres. Bon. Tout cela, c'est des choses qui répugnent fondamentalement à Deleuze, parce que, encore une fois, il me semble que, même d'un point de vue quasi existentiel, ce qui importe à Deleuze, c'est de déplacer les frontières de sa propre subjectivité
plus que d'entrer dans les raisons et les points d'appui existentiels des autres. Ça n'est pas adhérer à la singularité d'un autre, c'est se distinguer de ce que l'on tenait pour ses propres singularités, et qui menaçait éventuellement de nous fixer dans une identité. Le devenir autre pour Deleuze, ça n'est jamais devenir un autre, c'est un point que Deleuze souligne très fréquemment, ça n'est pas devenir un autre, c'est-à-dire ça n'est pas troquer son identité au profit de l'identité d'un autre, mais c'est toujours se différencier de soi-même. Mais au fond, en disant qu'il importe surtout de se différencier de soi-même, on voit que la problématique reste égocentrée, quand bien même il s'agirait de faire l'économie de l'ego. C'est-à-dire c'est un ego sans ego, enfin, c'est un devenir anti-égologique qui ne concerne qu'un ensemble de singularités relatif à mon expérience. Et quand bien même le monde de mon expérience serait relativement insituable, inidentifiable, etc. C'est-à-dire au fond, il s'agit d'atteindre à une dissolution des structures subjectives. Cette dissolution des structures subjectives concerne mes caractères, mes états, mes qualités de sujet. Et s'il s'agit de se dissoudre, ça n'est absolument pas pour se rallier à des états, des qualités ou des caractères d'une autre subjectivité. Donc le devenir autre n'est jamais devenir quelqu'un d'autre, c'est toujours se différencier de soi-même. Mais avec donc cet embarras, qui me paraît clair, que finalement, on reste sur soi. Et là encore, Deleuze a des manières de le dire bien à lui, tout voyage est toujours immobile, le nomade c'est celui qui reste sur place, etc. C'est-à-dire la volonté finalement de ne pas bouger et faire de son existence son terrain, mais ne pas aller sur le terrain des autres existences ou de l'existence des autres. Et donc c'est ce point de départ qui me semble enthousiasmant chez Deleuze et l'entente de ce point de départ au final qui me frustre particulièrement. C'est-à-dire que Deleuze, c'est celui qui encourage à faire tout communiquer en affirmant que tout est singularité au sein d'un seul et même plan d'expérimentation, mais lorsqu'on regarde de près ce qu'est cette expérimentation et quel est cet ensemble de singularités, on voit que ça ne concerne jamais qu'une seule polarité au fond, et non pas la possibilité de s'approprier ou de s'approcher de modes d'existence différents. Alors je ne rentre pas dans le détail de la doctrine de Viveros de Castro, que j'aborde du reste à peine dans le bouquin, mais il paraît tout à fait évident que l'incommunicabilité des points de vue est au cœur de l'interprétation anthropologique du deleuzisme qui apparaît chez Viveros de Castro. Le deleuzisme est mobilisé pour interpréter ce que Viveros de Castro appelle le perspectivisme, et le perspectivisme, selon Viveros de Castro, c'est justement la singularité de pensée ou du point de vue irréductible à tout autre, c'est-à-dire l'impossibilité de communiquer avec ce qui est autre que nous, mais la nécessité de toujours considérer les singularités dans leur irréductibilité, dans leur incommunicabilité même. Alors, la question que je me suis posée et que je me repose à nouveau, c'est pourquoi Deleuze est-il conduit à cette entente-là du plan d'immanence ou du champ d'expérimentation, et est-ce une fatalité, dès lors qu'on prend pied dans l'immanence, d'atteindre à cette incommunicabilité du point de vue, c'est-à-dire que finalement, chacun son champ d'expérimentation, chacun son plan d'immanence, et on assiste, sous des formes assez étonnantes, à une prolifération des plans d'immanence, ce qui est tout à fait contradictoire, puisque cela suppose que l'immanence n'est plus immanente, en tout cas qu'elle n'est plus l'un de la multiplicité des expérimentations, puisque l'expérience se présente comme une foule dispersée, disjointe d'expérimentations non articulables. Et donc, plus d'immanence, au fond. Chaque point de vue étant transcendant à l'égard de tous les autres, et aucun ne communiquant réellement avec les autres. Alors, cette idée selon laquelle chaque champ, finalement,
se produit à l'écart de tous les autres, et cette thèse d'une multiplication des champs, c'est très exactement la thèse de Sartre, en tout cas la thèse à laquelle parvient Sartre au milieu des années 30, lorsqu'il rédige un texte à Berlin qui a pour titre « La transcendance de l'ego ». Sartre a commencé par dire que l'ego, l'alter ego, tout ça, ce sont des formations, alors je dirais dans le lexique de Deleuze, mais qui me paraît ici adéquate, l'ego ou l'alter ego, ce sont des formations molaires qui ne rendent pas compte de l'expérience moléculaire qui est toujours une expérience en immanence. Et Sartre se rend compte qu'il ne suffit pas de se débarrasser de l'ego pour se débarrasser de l'altérité, parce que toute altérité n'est pas nécessairement altérité d'un autre ego. Et que l'idée de l'immanence qui est la sienne lorsqu'il évacue l'ego, cette idée d'immanence, elle se trouve être proliférante dès lors qu'on prend conscience que chaque conscience pour elle-même vise l'expérience. Ce que je mime trop vite ici, mais je ne vais pas m'appesantir, c'est l'évolution interne de la pensée de Sartre qui mène Sartre de l'évacuation de l'ego au milieu des années 30 à la nécessité de concevoir l'expérience comme fondamentalement constituée par des relations entre consciences, de telle façon que ces relations sont des relations de lutte ou de conflit. Ce que découvre Sartre, c'est que même quand on a évacué l'ego ou les égos, on n'a pas évacué pour cela le problème de l'altérité, le problème de la différence des singularités en quelque sorte, tout simplement parce que si ma conscience correspond à un tel point de vue singulier de viser sur les phénomènes ou sur le monde, il faut admettre que l'expérience est constituée d'une foule de telles visées. C'est-à-dire que le champ d'expérience est un champ multifocal. Alors, ce champ multifocal, Sartre le pense sous la forme de la lutte ou du conflit. Et c'est très marrant de voir que Deleuze lui-même, qui a une jeunesse sartrienne, et cette jeunesse s'est prolongée assez tardivement, que Deleuze lui-même ne cesse de se référer dans son œuvre, notamment quand il parle d'autrui, au texte de la transcendance de l'ego. C'est-à-dire que Deleuze lui-même tire un fil sartrien qui est celui de l'immanence radicale, semble-t-il, découverte par Sartre dans la transcendance de l'ego. Mais il ne va jamais jusqu'au point où Sartre lui-même est arrivé et qui l'a conduit à écrire L'être et le néant, et qui est la découverte que l'immanence elle-même est trouée, en quelque sorte, de singularités qui toutes prétendent à l'hégémonie des visées sur le champ lui-même. C'est ce caractère multifocal que Deleuze ne veut pas voir, ne veut pas retenir, dès lors que, pour lui, Sartre, c'est celui qui instaure l'immanence dans la transcendance de l'ego. Et donc, le problème de l'opposition des consciences, c'est-à-dire de la différence des singularités, est quelque chose qui ne retient pas Deleuze, dès lors que Sartre lui-même affronte cette question. Alors, plusieurs problèmes de ce point de vue. Pourquoi Deleuze s'arrête-t-il à ce point de l'évolution de Sartre, ou autrement dit, comment se fait-il que Deleuze ait pu impunément régresser dans l'itinéraire de Sartre, non pas seulement d'ailleurs de la critique de la raison dialectique à l'être et le néant, mais de l'être et le néant à la transcendance de l'ego, donc ça c'est déjà un mystère. Et la conception de Sartre elle-même est-elle satisfaisante ou suffisante? C'est-à-dire, suffirait-il, au fond, de régresser de Deleuze à Sartre et dans Sartre même, de la critique de la raison dialectique à l'être et le néant, ou plus exactement, puisque justement la régression n'est pas satisfaisante, suffit-il de reprendre le développement sartrien là où Deleuze s'est arrêté, c'est-à-dire de retirer le fil qui mène de la transcendance de l'ego à l'être et le néant, pour trouver une conception satisfaisante de l'existence des autres. Mon hypothèse est que ça ne suffit pas, parce que Sartre va jusqu'à la reconnaissance d'une diversité de singularités, l'altérité des consciences est prise en compte au-delà même des égos et de l'altérité des égos,
mais que cette altérité est toujours comprise comme conflictualité. Et il n'y a pas d'évidence à ce que la relation entre consciences soit une relation de lutte ou d'opposition. Et au fond, le ver est dans le fruit des Sartre, c'est que si Deleuze ne veut pas aller jusqu'à l'être et le néant, c'est peut-être parce qu'il sait qu'au cœur de l'être et le néant, ce qui apparaît, c'est la figure de la lutte ou du conflit, et que Deleuze ne veut pas de la lutte et du conflit. Il veut qu'on puisse le laisser penser seul sur son île déserte ou seul dans son coin, et ne pas être entravé par l'opposition des autres singularités. Mais la question qui se pose est de savoir si, oui ou non, la singularité suppose l'opposition ou pas. Si, dès lors qu'il y a altérité, il y a affrontement. Alors, c'est là-dessus que surgit la troisième figure. Donc, vous voyez, déjà, Deleuze-Sartre, c'est déjà un segment assez étonnant et un peu souterrain, hein, et à vrai dire contre-intuitif. Contre-intuitif à plusieurs titres, parce que Deleuze n'est pas ouvertement sartrien, et quand il est ouvertement sartrien, il est primo-sartrien, si on peut dire, ou presque pré-existentialiste, parce qu'il ne s'intéresse pas à l'être et le néant, mais à ce qui précède l'être et le néant. Donc c'est un peu étonnant. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que dans l'œuvre d'un penseur méconnu, qui a pour nom Maxime Chastain, se trouvent les ferments d'un plan d'immanence, d'un champ d'expérimentation, qui est un champ multifocal, non oppositionnel, non conflictuel. Ce que Chastain a pensé, c'est un plan d'expérimentation qui serait un plan de pluri-expérimentation, c'est-à-dire la possibilité pour les consciences ou pour les singularités de communiquer, mais pour autant qu'elles sont prises toutes dans un seul et même mouvement, qui est le mouvement d'un devenir ou d'une évolution. C'est-à-dire que l'expérience elle-même est conçue en effet comme devenir, et comme devenir articulant des singularités, mais ces singularités aussi bien, c'est la singularité de différents points de vue émergeant sur le monde, émergeant au cœur même de l'existence. De telle manière que sur un fond commun, toutes les singularités émergent, mais sur un fond au cœur duquel elles communiquent. C'est ce que Chastain a pointé, c'est un champ de participation au sens presque de Lévi-Brul, mais au sens où la participation ne serait pas le propre d'une mentalité pré-logique ou pré-moderne, mais serait l'état natif de communication ou de communicabilité des consciences dans l'expérience. La participation, c'est la possibilité pour les consciences de communiquer positivement en immanence. Et en fait, cette expérience-là, qui semble une expérience radicale, comment fait-on pour participer depuis sa singularité à une autre singularité, ça n'est pas du tout une expérience extraordinaire, c'est même, découvre Chastain, l'expérience la plus commune qui soit. En réalité, le petit enfant, ou même l'enfant, et à vrai dire ça reste une potentialité pour tout adulte, le petit enfant ne cesse de participer d'univers qui ne sont pas les siens. Et pour cause, il n'en a pas pour commencer. Mais le petit enfant, il est d'abord tout l'univers avant d'être lui-même, avant de se constituer comme moi. Le schéma de Chastain, c'est un schéma de psychologie génétique qui se nourrit de la psychologie génétique des années 30, puis des années 50, et puis au-delà encore des années 70 en France et en général en Europe. C'est l'idée d'une participation en profondeur de toutes les consciences, d'une participation primordiale, parce que ce sont les conditions de la genèse de tout petit humain. Tout petit humain commence par être hors de lui avant d'être lui-même. Il n'y a pas au point de départ de singularité close sur elle-même, mais il n'y a d'abord que participation à des singularités hors de nous, à partir de quoi se constitue notre propre singularité par démarquage, par clôture. Mais la constitution de cette singularité est très tardive et elle n'est jamais achevée. Ce que décrit Chastain, c'est vraiment un plan d'expérimentation qui est peuplé de singularités, mais de telle façon
que nous participons tous a priori de toutes les singularités, où nous sommes en droit susceptibles de participer de toutes les singularités, et que de fait, dans notre enfance, nous avons communiqué avec nombre de singularités, avant que, par un processus de sélection, ou de cristallisation ou de clôture, nous ne constituions notre propre singularité sur fond de participation extrêmement large, extrêmement commune. Avec ce site particulier que, par-delà la clôture, en dépit de la clôture elle-même, en droit, nous pouvons toujours communiquer avec les autres, parce que la participation est le fond de l'existence la plus commune qui soit. Et que c'est le ferment de communication ultérieure, la possibilité même qui est donnée de constituer ou de reconstituer sans cesse des communautés. Bon. Chastain, c'est donc ce plan d'expérimentation, ce plan d'immanence, qui est fait de singularité, sur fond duquel émergent des singularités comme des clôtures, mais des clôtures seulement ponctuelles, au sens où elles définissent un point seulement, et un point du temps aussi bien, parce qu'à d'autres moments, la singularité peut se défaire, s'ouvrir à d'autres expériences. Bon. Ça, c'est une communicabilité affective primordiale qui rend possible, qui rend pensable la communication même des intelligences. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'affectivité est partagée, les idées émergentes de ce fond vécu partagé peuvent être elles-mêmes partagées. Et donc ce que décrit Chastain, et il le décrit du début à la fin de son œuvre, c'est ce terrain de communicabilité, et puis les sédimentations qui donnent lieu à des affrontements, mais les sédimentations comme et les affrontements comme une des possibilités même à partir du champ de communication, sachant que la communication peut toujours être rétablie, que les frontières peuvent être abolies et que nous pouvons toujours devenir autres. Et devenir autres, ça veut dire communiquer avec d'autres singularités, nous les approprier, ou nous déplacer par rapport à nos propres singularités et cesser d'être ce que nous étions. Et à partir de là, donc, articuler non seulement des modes d'existence, mais aussi bien des modes de pensée, des genres de connaissances, et embrayer sur la connaissance des autres. Bon, alors vous allez me dire, mais d'où sort-il ce Chastain qui permet de résoudre tous les conflits? Alors, pour moi, c'est une étonnante surprise, parce que Chastain, je ne le connaissais pas, je le connaissais peu, et à vrai dire, on savait peu de choses, et il a fallu le hasard d'une rencontre, et en l'occurrence le hasard de la rencontre de son fils Jacques, pour que je comprenne comment Chastain pouvait trouver sa place dans ce dispositif un peu étrange, hein, encore une fois, en zigzag en quelque sorte, c'est-à-dire partir de Deleuze, remonter à sa source Sartre et à la partialité de cette source, et puis prendre un nouveau départ avec Chastain, compte tenu de l'interprétation tout autre qui fait du champ d'expérimentation, du plan d'immanence. Par des contingences tout à fait étonnantes, donc, je suis tombé sur cette œuvre, et je pourrais vous raconter les conditions de la découverte si vous voulez, mais ce qui est apparu, c'est que Chastain était un penseur qui avait eu un professeur de classe terminale au lycée du Havre dans les années 20, qui était un professeur tout à fait original, qui emmenait ses élèves faire de la boxe sur la plage, qui avait des relations très égalitaires avec ses élèves. Et ce professeur de lycée, c'était Jean-Paul Sartre. Et Sartre et Chastain sont restés liés jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et puis ensuite, leurs voies se sont séparées. Chastain lui-même est devenu psychologue à l'université de Dijon, et il n'a plus voulu avoir affaire ni à Sartre, ni d'ailleurs aux philosophes en général, qui lui ont semblé agiter de faux problèmes, inventer de faux problèmes, au premier rang desquels se trouvait l'impossibilité pour les consciences de communiquer. Le type même du faux problème, c'est le problème de l'incommunicabilité des consciences pour Chastain, et il va s'employer tout au long de son œuvre, mais une œuvre tout à fait marginale et souterraine, il va s'employer à montrer que la solution la solution sartrienne à l'opposition des consciences est une mauvaise solution, tout simplement parce que le problème est un faux problème.
Et donc, mais il va le faire dans des textes qui sont peu audibles, au sens où ce sont des textes de psychologie, ce sont des textes de psycholinguistique, ce sont des textes de théorie du roman, où il fait apparaître la communication des consciences, c'est-à-dire il fait apparaître dans le langage courant le partage des sens à partir du partage des sons. Il fait apparaître dans la théorie du roman la capacité qu'a un romancier, un bon romancier, à nous rendre sensibles, la démarche d'un personnage par un jeu de sons et de sens. Mais tout cela, il le fait dans des revues savantes, dans une foule de langues différentes, tout en refusant la communication avec les philosophes, qui lui semblent, eux, les philosophes, incapables de communiquer. Et donc, évidemment, ça n'est pas facile d'accéder aujourd'hui à l'œuvre de Chastain. Donc moi, j'ai eu la chance de tomber sur cette œuvre et de découvrir le parcours étonnant de Chastain. Et puis, grâce à Jocelyn Benoît, les textes de Chastain ont commencé à être relus, enfin d'abord reliés, parce qu'on a fait 2 livres avec Jacques Chastain, son fils, d'abord un ensemble d'articles chez Classique Garnier, et puis le diplôme d'études supérieures de Chastain, qui était son mémoire de fin d'études, et qui est paru aux collections Passage, aux éditions du Cerf, donc c'est le titre, la compréhension d'autrui. Voilà. Donc, alors c'est ça le parcours, et donc bon, je suis parti d'un peu loin et j'arrive, semble-t-il, un petit peu loin de mon point de départ. Je suis parti de loin parce que je suis parti des problèmes de la postmodernité, du relativisme qu'on oppose à l'universalisme, et puis de proche en proche, j'en viens à vous parler de Chastain. Il me semble que la démarche de Chastain, elle n'est pas si éloignée que cela, et dans son étrangeté même à l'égard de la philosophie, elle est riche de leçons, et elle est vraiment susceptible de nous apporter aujourd'hui en philosophie. Mais à condition que la philosophie veuille procéder autrement qu'elle ne le fait d'habitude, ou souvent, ou trop souvent, c'est-à-dire qu'elle consente à se débarrasser de ses positions égocentrées ou individuocentrées, solitaires et solipsistes, jusque dans une entreprise apparemment aussi opposée à l'ego que l'est l'entreprise de Deleuze, et elle nous invite à aller sur le terrain ou sur les terrains. Et donc c'est une nouvelle manière peut-être de pratiquer la philosophie, et qui était sa manière à lui, finalement, d'aller voir dans les sciences sociales, dans les sciences humaines, pour autant que les sciences sociales ou les sciences humaines sont productrices de philosophèmes susceptibles d'instruire les philosophes eux-mêmes. Chastain, je l'ai dit, fait de la psychologie. Il fait de la psychologie comparée, notamment. Il est l'un des défenseurs de la psychologie génétique, historique, comparée. Et il est proche d'anthropologues ou d'ethnologues. Une des proximités qui me frappe beaucoup, c'est celle avec quelqu'un qui malheureusement n'est pas non plus excessivement connu, mais qui a pour nom Marcel Magé, et qui est un des fondateurs de l'ethnographie européenne, de l'ethnographie de la France, et qui a aujourd'hui un centre entier à lui dédié à Dijon, et qui est connu vraiment des chercheurs de terrain, parce qu'il a indiqué aux chercheurs de terrain comment pratiquer le terrain. C'est notamment une des sources d'inspiration fondamentales de Bourdieu, lorsque Bourdieu travaille sur le Béarn, et lorsqu'il rédige des études aujourd'hui réunies sous le titre « Le bal des célibataires ». Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, mais j'ai déjà peut-être trop parlé, je n'ai pas du tout idée de l'heure qu'il est. Oui, ça fait bientôt 1 heure que je parle. Voilà, je voulais justifier le point de départ, vous expliquer comment j'en arrive à la fois à ce titre et puis à ce sous-titre, en zigzag, Deleuze, Sartre, Chastain, c'est-à-dire Deleuze, point de départ, régression à Sartre, nouage de la difficulté, et nouveau départ en quelque sorte avec Chastain, mais de telle façon que ça n'est pas du tout l'exhumation d'une singularité de pensée à étudier pour elle-même, mais il me semble qu'à travers Chastain, comme à travers une foule de penseurs avec lesquels il a communiqué, ce sont de nouvelles voies qui s'offrent à la philosophie dans ses interactions avec les sciences sociales ou avec les sciences humaines, de telle façon que, me semble-t-il, on va pouvoir affronter des problèmes qui nous opposent entre nous en quelque sorte, hein, parce que les relativistes et les universalistes dont je vous parlais pour commencer, ce sont des collègues de philosophie.
et qui communique éventuellement avec des anthropologues, mais le problème en quelque sorte est que les anthropologues sont eux-mêmes de plus en plus philosophes, et philosophes au sens de l'égocentrisme, du solipsisme spontané de certaines philosophies. Viveros de Castro, entre autres, mais qui philosophe sur le terrain de telle façon qu'il impose un concept orthodoxe du devenir autre, qui, à mon sens, stérilise les possibilités de coexistence sur le terrain et de compénétration des connaissances des individus sur le terrain. Voilà. Bon, je ne parle pas plus, mais si vous voulez, évidemment, je précise les choses en répondant à vos questions. Voilà. Merci beaucoup. Je peux vous raconter une anecdote si vous voulez. Non, que vous avez. Oui. J'ai une question que j'ai déjà posée peut-être. Il y a 3 figures, mais il y a aussi un spectre dans Hegel. Non seulement pour Deleuze, mais j'ai l'impression que pour les thèses elles-mêmes, c'est-à-dire que la construction de l'universel, la critique de l'incommunicabilité, comment faut-il situer Hegel dans cette ouvrage en fait, et en général peut-être thématiquement? Vous avez raison, la figure de Hegel, c'est une figure qui est spectrale et qui en réalité est la toile de fond de l'ouvrage, mais pour la simple et bonne raison qu'il y a un contexte de rédaction non pas de ce bouquin, mais de l'œuvre de Deleuze pour commencer. Et je dirais que s'il y a un spectre de Hegel, c'est parce que Hegel, pour Sartre puis pour Deleuze, mais pour toute la génération aussi des Deleuziens, la philosophie passe par Hegel. La philosophie passe par Hegel. Mais c'est une question de savoir si pour la philosophie en général, le problème du passage par Hegel n'est pas un passage obligé. Je veux dire, enfin, vous le savez, mais parce que c'est des choses dont on a déjà parlé, mais le 19e siècle allemand offre le spectacle d'un grand discrédit de la philosophie, mais tout simplement parce que la philosophie s'est compromise dans une natur-philosophie hegelienne, parce que Hegel a prétendu régenter toutes les sciences et élaborer une science philosophique des sciences de la nature, qui les chapeauterait, qui les comprendrait, qui les dépasserait au sens très particulier du dépassement hegelien. Et donc, ce qui apparaît donc, encore une fois comme un grand discrédit de la philosophie au XIXe siècle est en réalité l'échec de la philosophie hegelienne et la tentative pour la philosophie de se redéfinir tout en ayant du mal à se définir comme philosophie. Et je pense à toutes les entreprises de la fin du XIXe siècle, avant que la phénoménologie n'émerge et n'assume, au fond, ne réassume le philosophique. Et voilà, toutes les sciences de la culture, les sciences de la nature, enfin, les sciences de la culture, les sciences de l'esprit, pardon, Kulturwissenschaften, Geisteswissenschaften, enfin, voilà, toutes ces sciences de l'esprit ou sciences de la culture, qui sont une autre manière de faire de la philosophie, parce que la philosophie s'est trouvée compromise et qu'on ne peut plus s'avancer comme philosophe. Toutes choses égales par ailleurs, j'ai l'impression que la philosophie française au XXe siècle ne cesse de rejouer, avec un léger décalage qui est dû aux conditions d'acclimatation de l'hégélianisme en France, mais ne cesse de rejouer ce problème-là, avec toute la difficulté de la relation aux sciences humaines, aux sciences sociales, dans la mesure où il faut toujours s'échapper de la philosophie, si la philosophie c'est la récapitulation des figures du passé, telles que Hegel lui-même les a pensées. Donc je pense que pour Deleuze, comme pour Sartre, enfin, je pense que pour Sartre c'est d'abord un outil, et c'est un outil pratique, mais parce que ça n'est pas Hegel. L'outil de Sartre, c'est Kojève. Et que c'est une figure très particulière de Hegel, et que ce n'est pas le spectre de la totalité qui entre, enfin, si plus tard peut-être, mais c'est plus que Hegel, le rapport de Hegel à Marx, mais je pense que Sartre lui-même n'est pas obsédé par l'unité du tout, comme pourra l'être Deleuze, comme pourra l'être Lyotard, même comme pourra l'être jusqu'à un certain point Foucault. Donc pour tous ces gens-là, il s'agit de faire autrement de la philosophie, et en particulier, tous ces gens-là, c'est vraiment Deleuze, Sartre,
Foucault, Derrida même, il s'agit de faire autrement de la philosophie, c'est-à-dire d'envisager un système qui soit asystématique si la systématicité devait être celle de Hegel. Donc, de là, je pense, ce caractère hautement spéculatif des entreprises, qui ne s'affiche pas nécessairement comme spéculatif, et qui est malgré tout pris dans l'exigence de la spéculation. C'est-à-dire que Deleuze ne cesse d'agiter un empirisme transcendantal qui est opposé à l'idéalisme absolu, mais qui rejoue les figures de l'idéalisme absolu. Et son Nietzsche n'est jamais qu'un démarquage de Hegel qui emprunte beaucoup à Hegel, et qui échoue peut-être à faire autre chose que du Hegel. De la même façon, enfin, Lyotard, je pense Foucault, Derrida, sont des gens qui ne cessent de se réexpliquer avec Hegel, dans un rapport toujours différent, selon les penseurs, à l'extériorité à l'égard de la philosophie, dans un rapport au non-philosophique, selon la formule, selon l'adjectif, l'épithète de Jean Hippolyte, qui les a presque tous formés. Hein, c'est toujours un rapport au non-philosophique qui doit faire bouger le philosophique comme tel, pour éviter l'asphyxie au cœur du système spéculatif hegelien. Bon, mais ça, je dirais que c'est un problème de philosophe. Enfin, je veux dire, est-ce qu'à un moment donné, il ne s'agit pas de se débarrasser purement et simplement de cette figure pour faire vraiment de la philosophie, finalement, paradoxalement? Pour penser vraiment, est-ce qu'il ne faut pas cesser de s'opposer à Hegel sous des figures oppositionnelles qui sont toujours déjà pensées par Hegel? Là où Deleuze est peut-être le plus inventif, c'est quand il cesse de s'expliquer avec Hegel, mais c'est quand il est en fait en interaction avec Guattari et entraîné sur d'autres chemins que celui de l'histoire de la philosophie. Et donc, à partir de là, moi j'ai toujours eu le sentiment que le Deleuze qui a eu le plus de mal à être entendu par les philosophes était le Deleuze qui faisait le plus de philosophie, au sens où il inventait le plus dans la philosophie, parce qu'il cessait de vouloir s'expliquer avec l'idée hegelienne de la philosophie. Donc, bon, alors le problème, c'est qu'après, au sein même de l'entreprise avec Guattari, de l'entreprise de co-écriture avec Guattari, au moment où, s'extrayant de l'expérimentation, Deleuze réintroduit, me semble-t-il, des traits très hegeliens. Et il rejoue, alors, je veux dire, ne serait-ce que sa conception de la géophilosophie dont nous avons déjà parlé, sa conception de la géophilosophie est une conception très hegelienne. Finalement, il ne reste que la philosophie occidentale. Il y a plein de traits comme ça qui sont des traits deleuziens, des traits deleuziens hegeliens qui ressurgissent finalement. Et donc le spectre de Hegel, il me semble qu'il faut s'en débarrasser purement et simplement, c'est-à-dire, ou alors l'assimiler entièrement, tranquillement, et puis s'avancer sur le terrain. Je pense que ce que fait Catherine Malabou, c'est faire du Hegel hors Hegel, dont il est difficile de dire si c'est encore du Hegel ou déjà du Malabou, mais voilà, c'est ne plus être embarrassé par la spectralité de Hegel, son caractère fantomatique, refoulé et toujours revenant. Enfin, bon. Il me semble que la figure de Chastain est totalement indifférente à la figure de Hegel, mais d'une indifférence telle que je n'ai pas l'impression qu'elle rejoue Hegel à son insu. Elle fait autre chose, tout simplement. Et donc ce serait ça l'idée. Donc il y a un spectre, mais parce que c'est le spectre de la pensée française jusqu'à une date très tardive, et dont je ne sais pas si on s'est libéré. Oui, j'ai l'impression, au sens où, en fait, il s'agit d'oublier et de faire autre chose. Mais bon. Ouais, je pense quand même que Hegel, c'est la philosophie. Donc à partir du moment où on fait de la philosophie, il faut s'expliquer avec lui. Mais sauf que si on décide d'aller sur le terrain et de renoncer pour un temps à faire de la philosophie, on se donne les moyens de faire une philosophie qui ne sera pas prise dans Hegel et les problématiques hegeliennes, post-hegeliennes. C'est un pari, après peut-être qu'on ne fera plus jamais de philosophie. Je ne sais pas. Oui, Frédéric, tu as parlé à un moment de participation primordiale dans un fonds commun, et tu as dit le vivant ou l'humain. Alors, je peux lui demander, mais est-ce que ça ne fait pas une différence
Est-ce que c'est deux échelles différentes? Enfin, comment penser finalement ce double foyer d'appartenance? Bien, est-ce qu'il n'est pas double peut-être, je ne sais pas. Ben la figure qui me permettrait d'articuler les deux, c'est la figure de Raymond Ruyère, mais au sens où l'humain, ça n'est jamais qu'un vivant particulier. Et que l'humain lui-même présuppose la vie. Mais dans la conception de Ruyère, que tu connais évidemment très bien, mais la conscience même n'est pas un caractère fondamentalement humain. C'est un certain type de conscience qui est humain et qui singularise l'humain. C'est la conscience secondaire, la conscience du cerveau, qui est un caractère humain, mais le vivant le plus élémentaire lui-même a conscience. Alors il a conscience sur un mode très particulier, non pas au sens de la réflexion, mais au sens où il est animé, et il est animé selon le vecteur d'une téléologie qui s'apparente à une conscience. La moindre cellule se pense elle-même, sinon qui la posséderait? Enfin, toute étendue vivante, pour autant qu'en fait tout vivant n'est pas simplement étendu, est possédé par des phénomènes de conscience qui sont des phénomènes de conscience primaires. Et donc l'idée de Ruyère étant que toute cellule doit savoir ce qu'elle fait dans un organisme, sans quoi l'organisme ne fonctionne pas. L'image que prend Ruyère, c'est celle de la cathédrale, avec le tailleur de pierre, qui n'a pas l'idée du tout, qui n'est pas l'architecte, qui de ce point de vue n'est pas le cerveau, qui conçoit l'édifice, mais qui malgré tout, à son niveau, fait ce qu'il a à faire et sait ce qu'il fait très exactement. Il taille des pierres et il est animé par cette fin qui consiste à tailler des blocs de telle façon que ces blocs trouveront leur place dans l'édifice d'ensemble. Donc c'est l'idée ruyérienne d'une activité thématique, puisque c'est le thème qui survole et qui donne son sens, son orientation à toute activité. Et les activités thématiques sont des activités primordiales, en effet. Tout vivant est animé de thèmes, participe de thèmes, ça apparaît chez Ruyère lui-même. Tout vivant participe de thèmes, de telle façon que l'humain lui-même n'est pas n'importe quel vivant, assurément, mais jusque dans ses activités, il est à son tour animé de thèmes. Mais ça n'est pas nécessairement une chance et une garantie de conscience claire, parce que, comme le dit Ruyère aussi plaisamment, il a fallu un certain temps pour que la conscience secondaire du cerveau prenne conscience de ce qui se passait à quelques centimètres d'elle dans l'organisme humain lui-même. C'est-à-dire que la conscience secondaire de l'humain, elle est séparée, et cette séparation a lieu pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur parce qu'elle permet une plus grande domination des phénomènes organiques, mais pour le pire, ou pour le moins bon, dans la mesure où, en se distinguant, elle se sépare, en se séparant, elle prend de la distance, et de ce point de vue, elle ne participe plus aussi primordialement des activités thématiques élémentaires. Et donc l'idée est quand même de retrouver le socle d'une activité thématique élémentaire, mais qui sans négliger les différences, permet quand même de parcourir tout un arc d'activités qui va des plus simples aux plus élaborés. Les plus simples, c'est dans les bouquins sur la biologie, néofinalisme, etc., où les phénomènes élémentaires sont conçus comme finalisés, conscientisés même jusqu'à un certain point. Et puis un travail que moi j'aime beaucoup et qui porte sur l'animal, l'homme et l'activité symbolique, ou la fonction symbolique, qui consiste à montrer que les produits les plus élaborés de la culture participent encore d'une certaine nature, si la nature elle-même est animée de dynamisme finalisé. Donc voilà, tenir les deux bouts de la chaîne, ce qui ne veut pas dire que tout est dans tout, puisqu'il faut adapter à chaque fois la focale, le cadre d'étude, etc. Dans un cas, on fait de la biologie, dans l'autre, on fait des sciences de l'esprit ou des sciences de la culture, mais malgré tout, supposer l'immanence radicale de la communicabilité fondamentale des domaines, en voyant comment tout fonctionne à des échelles différentes et moyennant des degrés de développement ou d'enveloppement différents. Avec voilà, l'enveloppement, le développement, c'est aussi du néo-leibnizianisme, quoi. Mais voilà, tout est consonant ou tout communique à des degrés d'échelle d'enveloppement ou de développement près. Ce serait ça l'idée. Donc des choses très spéculatives en fait. Oui.
Oui, bien sûr, bien sûr. Vous devez. Votre présentation m'a fait penser au statut de la subjectivité du post-structuralisme. Et donc, parce que, en général, les post-structuralismes a ce mouvement des questionnements du sujet vers justement une altérité, un autre. Et donc, on comprend en général que ces questionnements du sujet ouvrent les sujets vers l'altérité. Et là, vous nous dites que cette ouverture, elle est un peu limitée, c'est ce que je comprends, parce qu'elle ne pense pas à la communicabilité, la possibilité de communiquer. Et je me demande que c'est peut-être cette possibilité de communiquer intéresse plutôt à la philosophie du langage, et surtout la philosophie du langage anglo-saxonne peut-être. Et aussi, d'un autre côté, quand vous parlez de la constitution de l'ego de l'enfant et tout, je pense aussi à la psychanalyse freudienne qui a été aussi très refusée dans le post-structuralisme. Et là, on a un Lacan avec une psychanalyse qui prend le langage au centre, mais qui n'est pas, qui est justement dans les schémas contraires de la communicabilité peut-être. Et donc, je me demande si c'est que vous nous dites, c'est un peu que ces deux dimensions-là, qui sont la communicabilité, qui est pensée par la philosophie du langage, ou aussi ce qui nous enseigne la psychanalyse freudienne, qui a été beaucoup refusée par les post-structuralismes. Est-ce que ces choses-là pourraient revenir pour que ces questionnements de la subjectivité et du post-structuralisme soient plus intéressants, peut-être plus... soit vraiment une ouverture vers l'autorité. Je ne sais pas si... Si, c'est très, très clair, merci. Je vous dirais que... je ne sais pas... Ce que vous entendez par post-structuralisme, c'est évidemment une foule de positions très différentes les unes des autres, mais moi je vous dirais, et c'est peut-être une facilité, que moi j'aurais tendance à être pré-structuraliste, mais est-ce que c'est possible vu que le structuralisme a eu lieu? Mais le fait est que les références que j'ai pu avancer jusqu'à maintenant et qui me parlent le plus sont des références en effet pré-structuralistes ou indifférentes au structuralisme. Si je prends un exemple, la psychanalyse freudienne, ce qui est rejeté, en effet, c'est le lacanisme, une certaine forme de psychanalyse. La question se pose de savoir si on peut revenir avec innocence au texte de Freud pour leur faire dire d'autres choses que ce que Lacan en a dit et ce qu'on a pu en dire à partir de Lacan. Et je vous dirais que je pourrais être post-structuraliste au sens où je pourrais commenter Lyotard commentant Lacan, mais comme je ne comprends déjà pas Lacan, je ne comprends pas non plus Lyotard commentant Lacan, et quand je dis que je ne le comprends pas, c'est que je ne comprends pas ce dans quoi Lacan s'est engagé. Et de Lacan lui-même, je serais prêt à faire une lecture régressive pour m'installer dans les années 30, au moment où la psychanalyse de Lacan communique encore avec la psychiatrie française, avec les courants personnalistes ou personnologiques. En gros, l'état de la thèse de Lacan en 1932, dans le texte sur la psychose paranoïaque, et jusque ce qu'il dit dans les années 30, avec, au fond, avant l'introduction du symbolique, j'arrive à comprendre, mais c'est précisément avant l'introduction des considérations de structure, tout ce qui se joue entre le réel et l'imaginaire, les jeux de rôle, j'arrive encore à peu près à le comprendre. Et ce serait ça qui m'intéresserait. Mais de la même façon, j'intervenais récemment sur Georges Politzer, et je trouve la lecture de Georges Politzer de la psychanalyse très intéressante, au sens où il lit en toute innocence le freudisme, en disant, alors ceci il faut le garder, cela il faut s'en débarrasser. En l'occurrence, il faut se débarrasser de l'inconscient qui nous enferme en effet et qui empêche
la communication des consciences, et il faut tenir sur l'histoire, les récits de rêve, et la manière dont chacun se raconte, ou la manière dont, se racontant à un analyste, l'analyste lui-même accède au sens de l'existence telle qu'elle se manifeste dans les récits. Donc oui, la psychanalyse, je serais prêt à y revenir, mais de telle manière que ce ne serait pas la psychanalyse telle que le structuralisme, et même le post-structuralisme, pour autant qu'il présuppose la psychanalyse lacanienne, l'entend. Voilà. Donc, alors on va me dire, mais est-ce que c'est possible de revenir à cette innocence-là de la lecture des textes de Freud? Je pense que oui, dans la mesure où il se trouve que tout au long du XXe siècle et en ce début du XXIe siècle, il y a des gens qui ont continué à lire Freud et la psychanalyse en ne tenant pas compte de Lacan, ou parfois même en ne connaissant pas Lacan. Et je pense que c'est une chance, ça. Il y a quand même des pans entiers de la psychanalyse qui n'ont pas eu droit à l'imposition du lacanisme, et donc ça, je trouve ça très intéressant. Mais je sais pas, j'ai des collègues qui renvoient facilement à Winnicott, enfin voilà, je pense qu'il y a des choses là aussi susceptibles de nous intéresser, dans le cadre de dispositifs qui sont des dispositifs de terrain, plus que de théorisation. Et ça, je pense que le verre, je disais tout à l'heure, le verre était dans le fruit, mais très tôt, mais je pense que, pour les relations de Sartre, je pense que c'est le cas aussi pour la psychanalyse, parce que, comme le disait un anthropologue états-unien, Abraham Gardiner, Freud a toujours été plus intéressé par la théorie que par la clinique. Et je pense que les psychanalystes qui sont plus cliniciens que théoriciens méritent de retenir notre attention. Donc, encore une fois, revenir à ce qui se fait plus qu'à ce qui s'est dit, et plus qu'à ce qu'on peut dire de ce qui s'est dit. Voilà. Quant à la philosophie du langage, elle m'intéresse énormément, et ça fait partie des champs que j'essaie de défricher en ce moment, mais j'ai l'impression aussi que bien des problèmes seraient résolus, mais je suis peut-être très naïf, en cessant de se poser uniquement des questions de théorie du langage, et en allant voir comment de fait on traduit, comment de fait on communique. Voilà, il y a beaucoup de débats sur le problème de la traduction. Il me semble aussi qu'il y a beaucoup de solutions qui sont trouvées depuis toujours aux communications par des traductions, et donc il existe des dictionnaires, et l'existence même des dictionnaires atteste de la possibilité d'une communication. Alors, que veut-elle dire, etc. Et là, sans doute, la philosophie du langage a des choses à nous apprendre. Mais ce qui m'inquiète, ou ce qui m'inquiéterait, ce serait un enfermement générateur de faux problèmes. Et donc, toujours en revenir à l'évidence commune de nos communications effectives. Enfin, je pense que c'est ça. Toujours interroger la philosophie du langage à l'aune de ces expériences-là. Alors, est-ce que je fais jouer certaines sciences contre d'autres, l'anthropologie par exemple, vis-à-vis de la linguistique ou la logique? Peut-être, mais j'ai l'impression que plus fondamentalement, la question c'est plutôt celle du terrain et des théories. Parce que dans l'anthropologie, il y a des courants très théoricistes et il faut leur opposer le terrain. Et dans la linguistique, je pense qu'il y a des approches sociolinguistiques, psycholinguistiques, qui sont des approches de terrain et qui ne sont pas trop théoricistes, ou pas trop rapidement théoricistes. J'ai rien contre la théorie, mais je pense qu'elle doit arriver tard ou à la fin, et pas trop tôt. Hein, c'est pas trop tôt s'enfermer dans un système. Voilà. Et le problème, c'est que le philosophe a tendance à se précipiter sur le système parce que c'est ce qui lui donne prise sur des objets et qui le rend identifiable dans le champ des controverses. Et donc qui ensuite lui permet de se situer par rapport aux autres. Mais si on sort du champ, là je parle en termes bourdieusiens, mais si on sort du champ de la philosophie, il me semble que là enfin, on peut se donner les moyens sur le terrain de produire des théories adéquates. Mais c'est un risque aussi, hein, d'être inidentifiable dans la philosophie. Je pense que c'est un vrai risque. On n'est plus identifiable. Ah, mais lui, il ne fait que de l'histoire, ou alors lui, il ne fait que... C'est des choses qu'on entend couramment, enfin moi que j'entends souvent. Donc voilà. Je pense qu'il faut faire l'épreuve de se devenir autre là, disciplinaire ou interdisciplinaire, pour ensuite produire quelque chose, si on y arrive, ou tout simplement expérimenter quelque chose. C'est toujours une grande joie de découvrir quelque chose. Enfin voilà, quelque chose de nouveau, quelque chose de... Donc voilà,
l'affectivité me semble importante à cet égard, en effet. Je ne sais pas si je vous ai répondu, mais voilà, je ne suis pas post-structuraliste, je suis pré-structuraliste. C'est ça ma réponse la plus courte. Oui. Pour reprendre la réponse à la question précédente, il me semble que ce livre est un livre de philosophe pour philosophe. Et par là, il y a une sorte d'introduction nécessaire aux philosophes pour rendre intelligible le livre précédent, de la connaissance des autres. Et par là, ma question, c'est la question de l'existence des autres, n'a de sens que dans le contexte philosophique. Et y a-t-il pour des autres, ou pour certains autres, un sens à cette question, l'existence des autres? Alors, vous avez deux questions différentes mais articulées. Peut-être, en effet, est-ce un livre de philosophe pour philosophe, et le spectre de Hegel est là encore, en effet, mais je dirais que c'est le livre de philosophie pour sortir de la philosophie. C'est le livre par lequel je sors de la philosophie, mais bon, en même temps, quand je vais voir des anthropologues ou des historiens, il ne fait pas de doute pour eux que je continue à faire de la philosophie. Mais par rapport, en effet, à la philosophie, en introduisant cette figure marginale qui est elle-même en marge finalement de la philosophie, Chastin, je fais un pas de côté, et en effet j'introduis au livre suivant, dans lequel finalement il n'y a pas de philosophe, enfin, ou très peu de philosophes, parce qu'aucune des figures, et il y a beaucoup de figures, il y en a presque trop, c'est aussi pour ça que j'ai restreint là à 3, mais il y a beaucoup de figures, mais qui ne sont pas estampillées figures philosophiques, qui ne sont pas des philosophes à proprement parler. Parce que mon idée, c'était en effet de montrer que ça pense en dehors de la philosophie et qu'il faut suivre les pensées là où elles se produisent pour espérer un gain en philosophie. Bon, mais donc là, je suis encore dans l'espace du philosophique, mais jusqu'au point où, à la fin, avec Chastin, j'y suis à peine, quoi. J'y suis à peine parce que Chastin lui-même n'est pas ou ne veut plus être philosophe. En tout cas, tel qu'on l'entend d'habitude. Mais c'est un peu la quadrature du cercle, parce que, encore une fois, je ne cesse pas d'être identifiable en philosophie. Ces livres et ce que je fais n'a pas d'autre sens que de philosophie. Enfin, c'est de la philosophie, mais en essayant de faire bouger le sens habituel de la philosophie. Alors voilà, on a cherché des figures qui ne sont pas reconnues par les philosophes ou qui d'elles-mêmes ne veulent plus être reconnues par les philosophes. Alors, à vous de me dire si ça produit des effets philosophiques. Et c'est vrai qu'en même temps, hein, moi, j'arrive pas non plus à renoncer totalement à la philosophie, au sens où bien des collègues dans ma génération ou dans les générations d'avant choisissent d'abandonner au moins officiellement, au moins disciplinairement la philosophie pour faire de l'anthropologie. Samedi, Philippe Descola était au séminaire de Jocelyn Benoît. Philippe Descola, c'est quand même quelqu'un qui intègre Normal Sup en philo, qui passe le CAPES de philo, qui devrait faire de la philo, et puis qui fait de l'anthropologie. Lévi-Strauss, agrégé de philo, qui fait de l'anthropologie. Bourdieu, normalien philo, agrégé de philo, qui fait de la sociologie. Bon. Sauf que, à mon sens, il ne cesse pas de faire de la philosophie aussi. C'est tout le problème, c'est-à-dire que c'est des gens qui sortent de la philosophie, mais qui reviennent aussi à la philosophie. Philippe Descola était ici, alors à l'invitation de Jocelyn, mais aussi parce que je pense qu'il a encore des choses à dire aux philosophes, et les philosophes ont encore des choses à lui dire. Donc, c'est difficile ces problèmes, c'est-à-dire, je pense qu'il y a des frontières disciplinaires, et puis il y a des pratiques, et il y a des prises de contact, et il y a des prises de langue, il y a des échanges, il y a des circulations. Et donc voilà, d'où mon idée parfois d'étendre la philosophie à tout, maximalement, et de me demander si oui ou non, partout, il n'y aurait pas du philosophique. Alors, bon, le risque étant que ça dissolve le philosophique, et la question étant de savoir si on dispose encore de critères pour dire c'est du philosophique, c'est quand même du philosophique, et voilà. C'est à la fois disciplinaire et théorique, en lien avec les terrains. Donc je suis d'accord avec vous, et évidemment, pas tout à fait.
Voilà. préciser ma seconde partie de question, c'est pensez-vous que la question de l'existence des autres puisse avoir un sens chez au moins quelques autres déjà analysés? Mais non, mais... C'est peut-être un peu piège, mais... Non, mais parce que, si vous voulez, ça c'est l'avantage de Chastain, c'est que l'existence des autres n'est pas un problème. Il faut tout ce livre problématique, avec toute la suite des problèmes, pour dire que ça n'est pas un problème. Parce que nous communiquons. Et la thèse de Chastain, la thèse illisible de Chastain, du début des années 50, c'est une thèse qui a pour titre l'existence d'autrui. Et qui procède par méditation pour accumuler les obstacles à la compréhension d'autrui. Et à la fin, une petite seconde introduction explique qu'en réalité, nous savons que nous coexistons avec nos semblables, que ça n'est pas un problème, que ça n'a jamais été un problème, que c'est un problème de philosophe, au sens où il est inventé par les philosophes. Mais nous savons très bien, et depuis longtemps, que lorsque nous cessons de philosopher, le solipsisme, l'isolement du penseur n'est pas un problème. C'est typiquement un faux problème. Et l'existence des autres n'est pas un problème à résoudre, c'est un faux problème à dissoudre. C'est ça la posture de Chastain, mais qui fait qu'ensuite, si la philosophie s'est posé ce genre de problème, alors il ne faut plus être philosophe. Moi, mon idée, c'est que dissoudre ce genre de problème, c'est peut-être encore être philosophe. Mais donc, évidemment que, pour le dire trivialement, personne ne se prend la tête à ce point, peut-être, dans d'autres traditions, ou sur les terrains, enfin, voilà, c'est pas... Chez les Yoruba, chez les Nambikwara, l'existence des autres ne donne pas lieu à l'écriture d'ouvrages, à la soutenance de thèses, etc. Mais ce livre, comme la thèse de Chastain lui-même, voudrait être une introduction à ce mode d'existence qui ne s'invente pas de faux problèmes et qui justement ne conduit pas à la rédaction de thèses ou d'ouvrages sur ce problème comme s'il s'agissait d'un vrai problème. Le pari sera gagné si à la fin on cesse de s'interroger sur la possibilité que nous avons d'entrer en contact pour aller entrer en contact avec les Nambikwara, les Yoruba, enfin, qui vous voulez. Espérons que là-bas on ne se pose pas ce problème. Voilà, c'est tout simplement qu'on n'a pas inventé la philosophie comme usine à gaz de production de faux problèmes. Voilà, comme invention d'architecture abstraite. Voilà. Mais en même temps, toute la philosophie ne serait peut-être pas ça. Enfin voilà, si vous voulez, c'est toujours pareil. Dans quelle mesure est-ce qu'une fois qu'on a atteint la dissolution de ce faux problème-là, on n'est pas encore dans une démarche qui, même dans la communauté, produit du philosophique ou des philosophènes. Voilà. Mais là, il faut inventer, il faut trouver comment procéder. Il n'y a pas de voie a priori. Il faut tâtonner, il faut discuter, il faut échanger. Mais ça présuppose l'échange, la communication.